Conte initiatique, volume 2, fin. La Croix du Sud. Le jour où naquit le petit Kama-Lama, un orage terrible ravageait la forêt. Les éclairs zébraient le ciel, la foudre frappait, les arbres tombaient. On dit qu'un destin sinistre guette l'enfant né au cours d'une telle tornade et qu'il mourra avant qu'une année ne s'écoule. Bref, avant la nouvelle saison des pluies. Voilà pourquoi le sorcier Nkotsi passa toute la nuit à faire de la magie. Il voulait conjurer le mauvais sort qui planait sur le nouveau-né. On considérait Nkotsi comme un puissant sorcier, réputé pour son art dans toute la contrée. Malheureusement, comme il fut le premier à répandre ses bruits sur les enfants maudits nés les jours d'orage, le père de Kama-Lama ne lui faisait pas confiance. Aussi, décida-t-il d'invoquer directement le dieu du feu en personne, qui était l'arrière-grand-oncle de son oncle. Il lui adressa des prières ardentes pour qu'il sauve son fils. Le dieu du feu lui dit : « Je protégerai ton enfant, mais je n'ai pas le pouvoir de contrarier le destin. Il ne mourra pas d'ici un an, avant la nouvelle saison des pluies, et vivra heureux jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est alors que Kama-Lama devra mourir. Après sa mort, il brillera comme une étoile dans le firmament. » Et il en fut ainsi. Kama-Lama était le plus beau et le plus courageux des adolescents du village. Tous l'aimaient et sa vie s'écoulait heureuse et insouciante. Gonflé d'orgueil, le sorcier Nkotsi racontait à qui voulait l'entendre que sa puissante magie avait eu raison des desseins des dieux. Le dieu du feu fut très en colère contre le sorcier Nkotsi. Plusieurs fois, il fut sur le point de le punir pour ses paroles sacrilèges, mais le père de Kama-Lama parvint toujours à l'amadouer. « Puissant Dieu, ne punis pas le sorcier. Il a fait tout ce qu'il a pu pour préserver mon fils du mauvais sort. Il ne peut pas savoir que c'est ta volonté et non ses sortilèges qui ont décidé du destin de mon fils Kama-Lama. » 15 années passèrent. La réputation de la magie d'Nkotsi parvint jusqu'au roi de ce pays. Il convoqua le sorcier dans la capitale auprès de lui. Celui-ci fut très heureux de l'honneur que le roi lui faisait. Il s'en alla donc dans la grande ville, accompagné du jeune Kama-Lama. En se présentant devant le souverain, Nkotsi ne se prosterna pas dans la poussière comme le faisaient tous les autres, mais resta debout. Le roi fut outré par tant d'audace. « Pourquoi ne te prosternes-tu pas, sorcier ? » ?»« Je suis un trop puissant sorcier pour tomber dans la poussière devant toi, ô roi !» répondit Nkotsi. Le visage du roi s'assombrit. « Et qu'as-tu accompli de si exceptionnel pour te considérer comme un grand magicien ? » ?»« Qu'ai-je accompli ? Ceci par exemple. » Et Nkotsi saisit la main de Kama-Lama. « Ce garçon est né le jour où une terrible tornade ravageait la forêt. Tu n'ignores pas, grand roi, qu'il était de ce fait condamné à mourir 1 an après, avant l'arrivée de la nouvelle saison des pluies. Malgré cela, moi, Nkotsi, le plus grand sorcier de ce pays, j'ai réussi à obtenir, grâce à un charme puissant, qu'il reste en vie et qu'il soit beau et en bonne santé. » Le visage du roi restait sombre. Soudain, Kama-Lama, qui n'avait pas encore le droit de prendre la parole devant l'assemblée, s'adressa à lui. « Ne le crois pas, ô roi. Ce n'est pas lui qui m'a sauvé la vie, mais le dieu du feu en personne, arrière-grand-oncle de mon oncle. C'est au contraire mon père qui a sauvé la vie du sorcier
dont la suffisance et l'orgueil l'auraient tué depuis longtemps. Le roi entra dans une grande colère. « Comment osez-vous parler ainsi devant votre souverain? Votre audace vous coûtera la vie à tous les deux. » Kama-Lama lui répondit. « Je sais que je vais mourir. Je dois mourir à 15 ans. Mais le sorcier Nkotsi mourra avec moi. Quant à toi, orgueilleux roi, tu vivras par contre très longtemps, tourmenté par l'angoisse et la terreur. » Sur ce, Kama-Lama écarta ses bras et tomba en arrière comme terrassé par une lance. Le sorcier Nkotsi s'affaissa au même moment, les jambes coupées. Tout le monde fut saisi de frayeur. Le roi lui-même tremblait comme une feuille. Le soir, il fit allumer de grands feux funéraires. Avant que les guerriers ne se mettent à danser autour des brasiers, de nouvelles étoiles apparurent dans le firmament. Les plus grandes formaient un jeune homme aux bras écartés, les plus petites, un amas semblable à un cadavre recroquevillé. Montrant les étoiles, le roi s'exclama « Kama-Lama, Nkotsi !» Et il s'enfuit épouvanté. Depuis ce jour, la Croix du Sud est appelée dans cette contrée la constellation Kama-Lama Nkotsi. Pourquoi y a-t-il tant d'idiots sur Terre? Autrefois, il y avait beaucoup moins d'idiots qu'aujourd'hui. Quand il s'en trouvait un quelque part, aussitôt on le chassait du village. Aujourd'hui par contre, il faudrait chasser la moitié du village et encore, cela ne suffirait pas. Mais comment se fait-il qu'il y en ait tant? Voici comment les choses se passèrent. Un jour, 3 idiots qu'on avait chassés pour leurs bêtises se retrouvèrent à une croisée de chemin et se dirent « Peut-être arriverons-nous à quelque chose d'utile en réunissant l'intelligence de 3 têtes stupides. » Et ils poursuivirent leur chemin ensemble. Peu de temps après, ils arrivèrent devant une cabane d'où sortit un vieil homme. « Où allez-vous » demanda celui-ci. Les idiots haussèrent les épaules. « Là où nous porterons nos jambes. On nous a chassés de chez nous pour notre bêtise. » Le vieil homme répliqua. « Alors entrez, je vais vous mettre à l'épreuve. » Le vieil homme avait 3 filles tout aussi bêtes et se montrait donc compréhensif. Le lendemain, il demanda au premier idiot « Va à la pêche. » Et au deuxième « Va dans les fourrés et tresse des cordes. » Puis au troisième « Et toi, apporte-moi des noix de coco. » Les idiots prirent un carelet, une hache et un bâton et se mirent en route. Le premier s'arrêta au bord d'une mare et se mit à pêcher. Quand son carelet fut plein, il eut tout d'un coup soif. Il rejeta tout le poisson dans l'eau et rentra boire à la maison. Le vieil homme lui demanda « Où sont les poissons ?»« Je les ai rejetés à l'eau. La soif m'a pris et j'ai dû vite rentrer pour me désaltérer. » Le vieil homme se fâcha. « Ne pouvais-tu pas boire à la mare ?»« Tiens, je n'y avais pas pensé. » Pendant ce temps, le second idiot avait tressé un tas de cordes et se préparait à rentrer. Il s'aperçut qu'il n'avait pas de cordes pour les attacher. Alors, il courut en chercher à la maison. Et le vieil homme se fâcha encore. « Pourquoi n'as-tu pas attaché ton tas avec l'une de tes cordes ? » « Tiens, je n'y avais pas pensé. » Le troisième idiot grimpa sur un cocotier et montra les noix de coco à son bâton. « Tu vas jeter par terre ces noix, compris ?» Il descendit et commença à lancer le bâton sur le cocotier. Mais il ne fit tomber aucune noix. Lui aussi
rentra à la maison bredouille, et une fois de plus, le vieux se fâcha. « Puisque tu étais sur le cocotier, pourquoi n'as-tu pas cueilli des noix de ta main ?»« Tiens, je n'y avais pas pensé. » Le vieil homme comprit qu'il n'arriverait à rien avec les 3 idiots. Il leur donna ses 3 filles pour femmes et les chassa tous. Les idiots et leurs femmes construisirent une cabane et vécurent heureux tant bien que mal. Ils eurent des enfants, aussi bêtes qu'eux. Les cabanes se multiplièrent et les idiots se répandirent dans le monde entier. Le héros enfermé. Les tribus des Bekombo et des Mongo étaient ennemis depuis toujours. Nul ne se rappelait la vraie raison de cette hostilité, qui n'en était pas moins farouche et tenace. Le plus souvent, c'étaient les Mongo, guerriers accomplis, qui cherchaient querelle aux Bekombo. Ceux-ci étaient travailleurs et pacifiques, mais une fois attaqués, ils se défendaient avec détermination. Ainsi, tout en vivant côte à côte, les Mongo et les Bekombo se faisaient une guerre permanente sans que pour autant les uns l'emportent sur les autres. Un beau jour, les Toki-Toki, apparentés aux Mongo, vinrent s'installer sur le territoire de ceux-ci. Ensemble, ils décidèrent de chasser les Bekombo de leurs terres. Le chef des Bekombo fut mis au courant de cette alliance par Dombi, un puissant sorcier qui avait l'habitude d'invoquer Nzambe, le plus grand des dieux. Le chef mobilisa aussitôt ses guerriers, mais les Mongo et les Toki-Toki étaient bien supérieurs en nombre. Pendant des jours et des nuits, Dombi prépara une puissante magie qui devait faire pencher la victoire du côté des Bekombo. Le sorcier avait un fils paralysé de naissance nommé Ingola. Très affecté par l'infortune de son enfant, Dombi s'en plaignit amèrement aux puissants esprits. Lorsque la guerre devint imminente, le grand Nzambe lui apparut en songe et lui dit « Sorcier Dombi, tu as maintes fois sollicité notre aide pour ton malheureux fils Ingola. Sache cependant que malgré son infortune, il sauvera ton peuple dans cette guerre. Qu'il fabrique une lance, mais dans un matériau autre que le bois, et qu'il se rende, armé de cette lance, dans les marécages, pour y trouver l'hippopotame Daga. Ce n'est pas un hippopotame ordinaire. Sa peau est d'une blancheur éclatante. Daga, l'hippopotame blanc, portera ton fils sur le champ de bataille, là où ton peuple sera en train de se battre. Ingola arrivera juste à temps pour lui permettre d'emporter la victoire. Lui-même, toutefois, ne reviendra pas du combat. » Le sorcier raconta son rêve à Ingola. Son fils fut transporté de joie. « Ainsi j'irai moi aussi au combat. Je ne serai plus la risée des femmes et des enfants en restant à la maison. Je me demande seulement comment fabriquer ma lance autrement qu'en bois. » Le sorcier réfléchit, puis conseilla à son fils. « Le mieux sera de la forger en laiton. » Ingola se mit à l'ouvrage. Sa lance était terminée lorsque les guerriers Bekombo finirent de se préparer au combat. Il s'en alla vers les marécages de Daga l'hippopotame, tandis que les guerriers Bekombo partirent pour la guerre. Ingola marcha en clopinant jusqu'au marécage, alors que l'hippopotame venait déjà à sa rencontre. Daga présenta son large dos au jeune homme qui s'y hissa et partit au champ de bataille. La guerre y faisait rage. La chance commençait à pencher du côté des Mongo et des Toki-Toki, supérieurs en nombre. Les Bekombo durent reculer, leur retrait se transformant rapidement en débandade, puis en fuite éperdue. Chevauchant son hippopotame blanc, Ingola choisit ce moment crucial pour surgir, telle une tornade, au milieu des ennemis, qu'il se mit à ravager avec sa lance en laiton.
Il abattit les Mongos et les Tuki-Tuki par rangées entières. Daga l'hippopotame blanc, piétinant leurs têtes pour les enfoncer dans le sol. Plus aucun doute ne subsistait sur l'issue de la guerre. Vainqueurs, les Bekombo n'eurent pas le loisir de remercier et célébrer leur jeune héros, car un événement extraordinaire se produisit alors. L'hippopotame blanc trotta jusqu'à un immense baobab creux sur le champ de bataille. Il s'engouffra dans la cavité avec le jeune homme qui le chevauchait toujours, sa lance à la main. Lorsque les Bekombo accoururent au pied du baobab, la cavité avait disparu. Depuis ce temps-là, les Bekombo racontent qu'Ingola sortira de l'arbre sur le dos de son hippopotame blanc, brandissant sa lance de laiton, le jour où une grave menace pèsera sur son peuple. Voilà pourquoi les baobabs sont vénérés en Afrique, car ils sont la demeure d'un grand guerrier. La queue des animaux. Il y a fort longtemps, les animaux n'avaient pas de queue. Le cheval ne pouvait pas chasser les mouches. L'écureuil sans queue avait du mal à sauter de branche en branche. Le renard était moins beau, et ne parlons pas du roi lion. Le sage roi des animaux, le lion, prit la décision un jour de remédier à cette situation. Il réfléchit pendant longtemps à la façon dont il allait s'y prendre, et à la fin, il fit appeler le renard pour lui demander conseil. « Tous les animaux ne peuvent pas avoir la même queue, » estima le renard. « J'en suis conscient, » répondit le lion. « Mais comment départager les animaux sans se montrer injuste ?» Le renard réfléchit un instant, puis déclara : « C'est simple. Ceux qui arriveront les premiers recevront les plus belles queues. » Le lion acquiesça. « C'est une excellente idée. Cours dans la forêt et préviens tous les animaux qu'ils doivent se présenter à midi au bord du ruisseau pour la distribution des queues. » Le renard transmit le message et courut vite vers le ruisseau pour arriver le premier. Il fut suivi de près par le cheval, l'écureuil, le chat et le chien qui arrivent toujours les premiers quand on distribue quelque chose. Arrivèrent ensuite les autres animaux. L'éléphant, le cochon et le lièvre se présentèrent les derniers. Lorsque tous les animaux furent réunis dans la clairière, le lion se mit à distribuer les queues. Il se servit d'abord lui-même. Ce fut une superbe queue, longue et dorée, terminée par un plumeau. Ensuite, le lion attribua de très belles queues bien touffues au renard et à l'écureuil. Le cheval opta pour une magnifique queue en crin. Le chat et le chien reçurent encore des queues fort présentables. Mais les animaux qui arrivèrent les derniers se trouvèrent bien démunis. L'éléphant eut une maigre cordelette avec quelque soie au bout. Il en fut si navré qu'il en porte aujourd'hui encore la trompe basse. La queue du cochon était fine, comme un ver de terre. Il la fit boucler pour la rendre plus jolie. Le pauvre lièvre resta sans queue. Le chien et le chat commencèrent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux avait la plus belle queue. À la fin, le chien attrapa le chat et lui arracha d'un coup de dent l'extrémité de sa queue. Le chat s'enfuit, bien haut dans l'arbre, et depuis ce jour, il préfère se sauver devant le chien. Le lièvre ramassa le bout de la queue du chat et le colla sur son derrière. Quant aux humains, certains participèrent en cachette à cette distribution en se mêlant à la foule des animaux. D'autres refusèrent, car ils se trouvaient beaux comme ils étaient. C'est à partir de ce jour-là qu'on a pu différencier les hommes des femmes.